Wilfried Adou, Virgile Aronce. Madame, Monsieur, heureux de vous retrouver une nouvelle fois au grand rendez-vous, le service après-vente hebdomadaire de l'actualité socio-politique sur Soleil FM. Virgile Aronce est au poste comme à son habitude dans le but de poursuivre cette palpitante aventure radiophonique. Virgile, bonjour. Bonjour Wilfried Adou, bonjour à tous. Alors, c'est avec un plaisir renouvelé que je vous retrouve, Virgile, pour cette 139e édition de notre programme, ensemble avec nos auditeurs pour 90 minutes de cet exercice de questions et réponses. Aujourd'hui, notre invité provient de la majorité au pouvoir, député à l'Assemblée nationale, rapporteur de la commission des lois et secrétaire général du parti Alternative Citoyenne, l'un des groupes politiques qui, les premiers, ont cru et puis fait et cause pour l'actuel locataire de la Marina. Auden Aladati, bonjour. Bonjour, chers amis, chers auditeurs, bonjour. Alors, merci d'être venu expliquer, merci d'être venu analyser et commenter avec nous l'actualité vue dans le prisme des actes posés et de la parole entendue. Auden Aladati, comment se sent-on lorsque longtemps farouche opposant, l'on a combattu d'abord en qualité d'acteur de la société civile, puis d'acteur politique, un régime finalement terrassé par le suffrage universel et qu'enfin, on se retrouve dans le pouvoir. Comment se sent-on ? On se dit qu'on a osé et qu'on a fait le bon choix. On a fait le bon choix parce que nous avons lutté, nous nous sommes opposés, pas pour le principe de s'opposer. Nous nous sommes opposés pas parce qu'on détestait un homme, pas parce qu'on détestait les hommes qui composaient un système. Nous nous sommes opposés parce que les pratiques n'étaient pas bonnes. Les pratiques n'étaient surtout pas bonnes pour nous, mais n'étaient pas bonnes pour la postérité. Alors, quand on a fait ce combat et qu'in fine ça aboutit, on ne peut être que satisfait d'avoir rempli sa mission. Très bien. Alors, député à l'Assemblée nationale, désormais, vous appartenez à une majorité numérique hétéroclite et à géométrie variable selon les sujets en débat et les intérêts en jeu. On l'a suivi depuis le début, depuis quelques mois. Comment se porte aujourd'hui cette majorité, 5 mois après l'avènement aux affaires de Patrice Talon? Il m'est difficile de définir une majorité aujourd'hui dans le contexte politique du pays, dans la marche quotidienne du Parlement. Il m'est difficile aujourd'hui de définir une majorité. Vous ne pouvez pas avancer un chiffre. On ne peut pas parce que... Pourquoi ? Il n'y a pas de majorité. C'est dire que si vous voulez parler de majorité aujourd'hui, il lui fallu savoir ceux qui se sont déclarés de l'opposition. Mais aujourd'hui, nos thèses sont très claires. Pour être de l'opposition au Bénin, il faut franchir le pas. Non, ce qui fait de la majorité une grande forêt plus large qu'on ne l'imagine. De ce point de vue, on peut identifier ceux qui ont été dans le combat avec le président de la République dès le départ, ceux qui ont rejoint la BAC après, tout ça, ça peut se définir. Est-ce qu'il y a une majorité? Est-ce que les députés soutenant Patrice Talon à l'Assemblée nationale sont majoritaires? L'Assemblée nationale soutient Patrice Talon. C'est ce que je remarque. Alors tous les députés soutiennent Patrice Talon finalement. La prédisposition à soutenir Patrice Talon existe. Ça veut dire qu'on a au moins 42 députés ou 41 députés plus 1 à l'Assemblée nationale soutenant Patrice Talon. Je pense qu'il y en a beaucoup plus qui soutiennent donc la vision du président et qui veulent l'accompagner donc dans la résolution des problèmes de ce pays. Est-ce qu'on peut en dénombrer parmi les FCBE par exemple? Ah oui, parmi les SCBE, oui, on peut en dénombrer. Il y a même des groupes parlementaires au cœur des STBE qui se sont affichés comme tels. Il y a des groupes parlementaires qui se sont constitués et qui ont été des éléments de FCBE et qui ont déclaré leur soutien au président de la République. La fois dernière, je vais vous donner une illustration. Pour la désignation des membres du Parlement au COSLEPI, vous savez que le code électoral dit clairement qu'il faut des députés de la majorité et des députés donc de l'opposition. Majorité, minorité au Parlement, ça a été dit clairement.
5 députés donc au niveau de la majorité et 4 députés au niveau de l'opposition. On a eu une difficulté particulière qui nous a amené à considérer les majorités et oppositions, d'accord, telles qu'elles étaient lors de l'élection du président du Parlement. Alors, les députés PRD, la question ne se pose plus. Ils font partie de la majorité, oui? Ah oui, le PRD soutient les actions du Alors, en un mot, on peut dire que il y en a qui soutiennent quand ça leur plaît, il y en a qui ne soutiennent pas. Évidemment, on est un peu dans un... Oui, quelle est la motivation donc dans une pétoutière où chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas de discipline, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de ligne. Bon, parce qu'on a vu des gens dire oui à un moment, et dire non quand leurs intérêts sont en jeu. Enfin, c'est quel type de majorité ça? Comment on qualifie ça? Ça dépend. Vous savez que nous avons, et le président de la République a annoncé une transition. En réalité, nous sommes dans un régime de transition qui ne dit pas son nom. Parce que quand vous voulez marquer une rupture avec les pratiques du passé, quand vous avez annoncé donc un mandat de réforme, d'une manière ou d'une autre, il faut un certain consensus pour le faire. Donc, du coup, nous sommes donc dans un mandat particulier et de mon point de vue, pour les questions donc qui prennent de la distance par rapport à l'intérêt du plus grand nombre, donc les gens pourraient se positionner, se démarquer. Mais je pense que la cristallisation donc des gens donc au cœur de la majorité, si des partis politiques, des groupes parlementaires veulent se réclamer de l'opposition, moi je dis bien, c'est ça, ça nourrit la démocratie. On peut croire que c'est pour des intérêts également que les gens s'agrippent au pouvoir, soutiennent le gouvernement à l'Assemblée nationale, non? Non, moi je ne voudrais pas juger les autres. Je sais ce que je fais. Je sais que cette vision du président de la République, je l'ai soutenue dès le départ. Je suis dans la même ligne. Si d'autres députés, si d'autres citoyens trouvent que cette vision-là peut prospérer et peut donner une plus-value, un mieux-être pour ce pays-là, mais je ne vais pas les décourager. Oui, mais pourtant, on peut parler d'une majorité primaire. Ça va se construire. On peut en parler comme ça, majorité primaire, parce que a priori, même si les FCBE disent pour l'instant, oui, nous soutenons, si c'est bon, etc., bon, qui sont dans un clair-obscur, il y a quand même des gens dont le soutien à Patrice Talon coule de source. C'est un soutien naturel puisque ceux-là ont travaillé, n'est-ce pas, à son avènement à la magistrature suprême. Et au sein de ce groupe, il y a des grommellements, des mécontentements qui montent et qui parviennent aux médias sur la gestion paternaliste. On imagine du groupe. Est-ce que vous confirmez ou vous infirmez cette information? Non, gestion paternaliste, non, je ne pense pas. Il faut améliorer la concertation entre les membres. Si vous parlez d'une majorité primaire des personnes qui ont soutenu le président de la République dès le départ. Mais au-delà de ça, moi, dans mon esprit et dans ma pensée, j'identifie très bien ceux qui ont résisté contre donc les abus à la liberté et à ma gouvernance. Et pour moi, dans la tête aujourd'hui, au-delà donc de ceux qui ont soutenu le président de la République donc pour son avènement au pouvoir, je vois très bien les forces démocratiques qui se dessinent au niveau du Parlement. Et ceux qui sont déjà aussi engagés pour que la vision du chef de l'État, ses réformes et tout ça là aboutisse. Et dans mon subconscient, moi, tout ce monde-là appartient à mon camp. Donc, pour arriver et revenir à la majorité primaire stricto sensu dont vous parlez, oui, il y a des axes de discussion entre nous. Nous avons donc des occasions de nous voir, de parler. Mais ces axes-là, il faut les renforcer. Je suis d'accord que ce n'est pas encore très renforcé. Donc il y a du fond dans les critiques du jeune député Guy Mitokwe. Oui, bon, c'est les critiques du jeune député, c'est des choses qu'on se dit. Alors, donc, par rapport à ce qu'a dit Guy Mitokwe, c'est une cuisine interne qu'on ne se voit pas suffisamment, qui est nécessité de renforcer donc nos concertations. C'est des choses qu'on se dit. Donc, mais aller le dire donc en public. Mais il a été piégé parce que piégé par qui? C'est des questions.
Non, au fait, c'est un débat à bâton rompu, un débat amical à Café Média. Il n'a pas fait une émission par rapport à ça. Il était en train de discuter. Et quand cette question incidente lui a été posée, à savoir, est-ce que vous n'avez pas quelques reproches à faire à la manière mais il n'a fait qu'extérioriser son fond, non? Non, mais je ne le blâme pas pour l'avoir dit. Je dis que simplement, on aurait pu s'en passer et continuer à en discuter pour l'amélioration de notre cohésion interne. Orden Aladati à l'Assemblée nationale aujourd'hui, une assemblée dont on ne connaît pas la majorité. Dites-vous une majorité dont on ne connaît ni le nombre ni la forme véritablement. Voilà, on ne connaît pas les limites voilà, on connaît pas la mesure. Qui est dans la majorité, on qui connaît est dans la minorité, vous savez. On sait qui est dans la majorité, mais on ne sait pas qui est dans l'opposition. Oui, mais est-ce que c'est pas la plus inconfortable? Est-ce que c'est pas la plus inconfortable pour un gouvernement, un régime qui a misé plutôt sur des réformes? Est-ce que le plus dur vraiment on dirait que le gouvernement avance les yeux bandés dans... Non, c'est pas l'affaire du gouvernement. C'est-à-dire que le gouvernement... Mais s'il ne sait pas vraiment avec qui traiter à l'Assemblée nationale, vous ne savez pas, vous ne pensez pas qu'il a... Un régime qui a tout basé qui a tout misé sur les réformes. Le gouvernement ne traite pas avec sa majorité. Le gouvernement traite avec le Parlement. Ah oui? Un gouvernement, non, le gouvernement ne traite pas avec une majorité. Un gouvernement traite avec les députés. C'est pas ce qu'on a vu jusque-là. Mais ce n'est pas ce qu'on a vu qu'il faut faire. Un gouvernement traite avec le Parlement. Le Parlement, naturellement, le Parlement, c'est les 83 députés élus à l'Assemblée nationale. Mais un gouvernement s'appuie sur sa majorité pour traiter avec le Parlement. Maintenant, il a un pied à terre à l'Assemblée nationale qui est sa majorité, non? Mais ça, c'est pas la question publique. C'est la cuisine interne. C'est la cuisine interne, c'est la gestion partisane, parce que le pouvoir politique a un aspect partisan. Et cette gestion partisane ne s'impose pas au plus grand nombre, au public. Par rapport au public, tous les Béninois sont égaux, tous les Béninois ont comme pour président de la République M. Talon aujourd'hui. Donc à partir de cet instant, le gouvernement s'adresse au Parlement. Il y a des cuisines internes, nous ne sommes pas dupes, on ne va pas se voiler la face. Et au niveau de ce côté, c'est de ça que vous parlez. Il y a des choses qui méritent d'être améliorées et nous travaillons. Oui, mais la faiblesse de la théorie que vous défendez là, Orden Aladati, c'est que on sent manifestement qu'il y a un cafouillage. Sur le dossier, par exemple, de la carte universitaire, nous avons suivi, amusé, et pour les uns, quelque peu scandalisé pour les autres, le traitement que les députés ont réservé à Marie-Odile Atanasso, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, par exemple. L'impression qui s'en dégage, c'est que cette majorité virtuelle, qui n'existe pas selon ce que vous êtes en train de dire, est gérée un peu à la petite semaine, pas de préparation. J'ai pas dit que la majorité n'existait pas. Elle est là, mais elle est virtuelle, on la voit pas. J'ai dit que la majorité existe, mais on ne connaît pas l'opposition. Absolument diffuse et qui n'est pas facile à cerner. Donc, cette majorité-là ne prépare pas ce dossier, ne se concède pas. On a parlé de Guy Mitterrand ici tout à l'heure. Mais on se pose la question, autant de compétences réunies dans cette, ne serait-ce que cette majorité primaire-là, pour ce qui apparaît comme des erreurs de débutants, comment expliquez-vous ça? Ce dossier, par exemple, de la carte universitaire n'a pas été préparé. La ministre a été quasiment livrée à la vindicte des députés. Rarement, ministre a été humilié de cette façon-là à l'Assemblée nationale. Pour moi qui habite Porto-Novo, j'en sais quelque chose. On suit le Parlement avec grand intérêt. Et donc, vous avez livré votre ministre, vous, ceux qui soutiennent le gouvernement. Votre ministre a été livré, n'est-ce pas, aux autres qui l'ont tabassé comme si c'était ce qu'on faisait dans la cour de récréation quand on était petit. Pas aux autres, je ne dirais pas aux autres. Ça a été dur. Les députés, même des députés alliés, même des députés de la majorité. Donc c'est pourquoi Jean-Michel Abimbola, par exemple, a dit que c'est à son cœur défendant qu'elle est obligée de molester le ministre, tout au moins verbalement. Écoutez, ce qui se joue là est beaucoup plus que ce que nous essayons de vouloir corriger. Que les membres d'un même camp politique se concertent davantage et qu'il y ait un minimum plus de cohésion, de concertation, on ne peut que le souhaiter. Sur ce plan-là, on ne va pas épiloguer. C'est normal, il y a des choses à améliorer. D'accord ? Alors, ce qui s'est passé avec la ministre, et vous avez parlé de Jean-Michel Abimbola. Un exemple. En réalité, il s'agit d'un débat incident qu'on a eu à faire au Parlement.
Alors, la question, c'était une question relative à la ratification d'un accord de prêt. D'accord. L'ancien régime avait sollicité un prêt pour le financement de l'université de Kétou. Alors, cette question-là est venue sur la table des députés. On devrait donc ratifier cet accord de prêt. Il s'est fait simplement que des députés ont dit, mais voilà, vous nous demandez donc de ratifier, de pouvoir mettre à la disposition du gouvernement des fonds, un point, mais pour un objet qui n'existe plus. Vous avez dit que vous voulez construire l'université de Kétou, alors qu'apparemment, vous avez supprimé l'université de Kétou. Voilà le débat. Et Jean-Michel Abimbola, il est de Kétou. C'est pourquoi lui pourrait dire à son corps défendant, parce qu'il s'agit de Kétou. Alors, il faut le comprendre comme ça. J'avoue que de ce point de vue, il y a un problème de communication qui s'est posé. Et nous avons dit, au niveau donc de la compréhension même des choix du gouvernement par les députés, in fine. Étant donné dire que ce n'était pas un débat sur la carte universitaire, le problème donc de l'explication. Mais tout le monde savait que ça allait revenir à cette occasion. Non, tout le monde savait. Bon, tout le monde savait. C'était pas procédure. On finissait donc une session extraordinaire quand le président de la République a souhaité que l'on puisse prendre les dispositions pour étudier donc ces accords de ratification. Et donc du coup, le Parlement s'est invité donc dans une session extraordinaire pour pouvoir connaître de la question. Donc ça a été très vite, c'est allé très vite cette question-là. Alors donc nous voulons mettre de l'argent à disposition pour construire des infrastructures à Kétou. C'est pour ça que nous avons été invités. Mais donc de façon incidente, la question de la carte universitaire s'est greffée à cela et on a fait le débat sur la carte universitaire sans le vouloir. Donc c'est ce qui s'est passé. Alors nous sommes invités donc sous la vigilance donc du président du Parlement dans un séminaire où cette question va être débattue et nous allons nous comprendre. Nous avons pu nous entendre qu'il fallait détacher la question donc de cette ratification de la question de la carte universitaire, qui est une question dont il faut discuter. Et ce qui va se solder par un séminaire. On ira en séminaire pour mieux comprendre donc ce que c'est, pour que les députés puissent exprimer de façon très forte leurs préoccupations et que l'on s'entende sur quelque chose. De toutes les façons, il appartient au gouvernement donc de définir la carte universitaire, mais le gouvernement va quand même écouter les autres et puis prendre sa décision. Revenons aux réformes et à l'Assemblée nationale. On a l'impression que le gouvernement est de plus en plus en difficulté. Le régime, avec ses promesses électorales, est de plus en plus en difficulté à mesure que le temps passe, notamment quand on se situe sur le terrain de la lutte pour la bonne gouvernance. Oui, si vous le permettez, on va revenir on va consacrer une bonne partie de l'émission à cette question. À cette question, mais pas en profondeur, on ne parle pas de la bonne gouvernance, mais on a l'impression que le gouvernement aujourd'hui est obligé de faire attention et de ne pas pouvoir aller en respectant l'agenda qu'il a lui-même promis. Je veux parler donc du candidat Patrice Talon. Est-ce que le gouvernement doit suivre comme vous parlez de quoi concrètement? Je ne vous perçois pas. Vous ne percevez pas. Oui. Je vais vous noter, je vais vous dire des choses clairement. Oui. Le dossier Ségur, par exemple, on a vu que le vent que ça a fait à l'espace d'un mois entre la promesse de soutien des députés FCBE au régime Patrice Talon et le dossier Ségur, les déclarations qui s'en sont suivies, on a vu que visiblement on perd de l'espace, on perd désormais des députés. Nous ne sommes toujours pas, je ne vous perçois toujours pas. Mais bon. Alors Vigile, on va lui accorder le temps nécessaire pour comprendre ce qu'on est en train de dire, parce qu'on va revenir pendant une vingtaine de minutes sur cette question-là de lutte contre la corruption. Mais en attendant, on peut observer aujourd'hui qu'après 5 mois de gouvernance, Talon, les compagnons de Boni Yayi, se réveillent. Et Vigile l'a évoqué tout à l'heure. Que disent-ils? Ils disent que le Bénin va mal. Ils disent que la gouvernance de la rupture conduira immanquablement le pays dans le mur. Quand vous entendez ça, que répondez-vous ils ont raison, oui, ils ont raison, nous devons revoir les choses, ou alors vous agacez de ces critiques en pensant qu'ils devraient la boucler. Que dites-vous? Non, moi, je ne me dis pas qu'ils devraient la boucler. Nous sommes en démocratie et c'est très bien que ceux qui ne sont pas d'accord se réveillent et parlent. Alors, cela dit,
moi, ça me peine parce que si 5 mois et ces personnes ont commencé par parler il y a au moins 1 mois. Donc si après 4 mois de gouvernance, ceux qui nous ont dit et clamé partout sur tous les toits que le pays allait très bien, si 4 mois après, les mêmes personnes disent que tout va mal, ça veut dire que rien n'allait bien. Donc c'est déjà le constat que nous étions vraiment au fond. Et en parlant, certains m'ont dit qu'il n'y a même plus qu'un fond. Et qu'au-delà du fond, on peut même aller vers la stratosphère. Nous étions loin, donc en deçà du fond. Donc c'est un aveu que le pays n'allait pas si bien qu'on l'a fait croire. Ça veut dire qu'un pouvoir qui vient et en 4 mois, et tout le monde fait les constats que l'on est en train de faire au niveau économique, au niveau des choses. Ça veut dire que le pays n'était pas bien gouverné. Nous sommes d'accord avec eux donc sur ce constat que nous étions vers la stratosphère, nous étions plus qu'au fond. À partir de cet instant, je sens que le gouvernement se plie en 4 pour réparer ce qui a été si mal fait. Et j'ai dit tantôt à des personnes que quand vous voulez faire une maison, vous mettez du temps à asseoir la fondation. Et c'est ce que j'observe. On a fait la refondation quand même. Ah non, la refondation. non, mais on a brassé du vent. Tout le monde constate que nous avons brassé du vent. Et là donc, il faut que pour que l'édifice soit solide, il faut mettre du temps à la tâche, à la fondation. Parce que si vous ne le faites pas et que vous voulez aller vers la propagande telle qu'on l'a connue ces 10 dernières années, alors tout le monde va vous applaudir. On va dire oui, des mesures extraordinaires, des mesures très populaires pour aller chercher faire plaisir donc aux militants, pour faire plaisir donc aux populations. Mais nous allons construire un château de cartes qui va s'effondrer après. Et pour ne pas faire ça, moi je suis d'accord avec donc la méthode du gouvernement qui donc travaille sur la fondation afin que donc l'immeuble qui va en sortir puisse être solide. Oui, mais Oden Aladatin, vous qui ne comprenez pas, est-ce que ces gens de considération s'accommodent avec la recherche de majorité pour un parlement, pour un régime, j'allais dire, qui n'a pas ses députés à lui? En tout cas, on n'est pas encore allé aux élections législatives pour avoir des députés donc de la majorité. C'est des colmatages, c'est un colmatage carrément. Est-ce que pour une majorité simple, 41 plus 1 aujourd'hui, qui n'est vraiment pas là pour la recherche des réformes, enfin pour aboutir à des réformes avec au moins, vous connaissez l'arithmétique, dans ce cas-là, les 2 tiers. Les 4 tiers, est-ce que ce n'est pas astronomique? Est-ce que cela n'oblige pas à plutôt marcher sur les œufs? Non. À faire des concessions. Tout à fait. Je ne suis pas d'accord avec le calcul mathématique que vous faites. Allez-y. Je ne suis pas d'accord. Renseignez-nous. Je vous ai dit que le groupe dirigé par l'honorable Akhenatonde soutient les actions du chef de l'État. Vous savez à l'Assemblée nationale, les députés se comptent 1 à 1. Vous le savez. Mais je vous dis, je vous dis que le député Akhenatonde, le député Abimbola ne font pas partie de cette majorité 41 plus 1 dont vous parlez. La majorité 41 plus 1, on la connaît. C'est cette majorité issue du vote du président de l'Assemblée nationale. Moi, je n'étais pas au Parlement, mais nous n'avons pas dormi ce soir. Donc, on connaît cette majorité. Et je vous dis qu'en plus de cette majorité aujourd'hui, il y a un groupe parlementaire. Et pour constituer un groupe parlementaire au Parlement, vous savez combien de députés il faut. Il faut 9 députés. Et donc, le groupe parlementaire, donc dirigé par l'honorable Akhenatonde, se réclame de la majorité. Quand vous prenez Wimbo, l'ancien maire d'Alada, donc honorable, il a fait une déclaration publique en se réclamant de la majorité. Il y a même d'autres groupes qui n'ont pas dit qu'ils sont directement en train de soutenir. Oui, est-ce que vous êtes sincère en disant ce que vous êtes en train de dire? Non, mais vous m'avez parlé de mathématiques. Vous m'avez parlé de mathématiques. Vous m'avez dit 41 plus 1. Aujourd'hui, je suis obligé de compter ceux qui disent qu'ils sont de la mathématique. Si vous avez la capacité de compter ceux qui disent oui et qui soutiennent le président de la République, pourquoi c'est si compliqué de nous dire combien est forte aujourd'hui la majorité du président de l'Assemblée nationale? Combien y a-t-il de députés aujourd'hui qui au Parlement
soutiennent l'action de Patrice Talon. C'est là la question. C'est bon. Là, on va faire un calcul mathématique. Je dis, en plus de ceux des 41 plus 1 dont vous parlez, Oui. il faut ajouter 9 parce que ce groupe parlementaire-là a dit officiellement, je soutiens Patrice Talon. Ça fait 51. Ça fait, d'accord. Hein. Donc, en dehors de ça, il y a certains, je ne peux pas comptabiliser, qui ont fait des déclarations publiques. Ça, c'est individuel pour dire, je soutiens Patrice Talon. Il faut ajouter ceux-là. En plus de ça, ceux qui n'ont pas dit qu'ils étaient dans l'opposition, on dit, bon, si c'est bon, nous soutenons. Donc, et j'estime que Patrice Talon va faire du bon. Puisque le président de la République va faire du bon, donc je me dis... Est-ce que ce n'est pas trop simpliste de réduire les choses à ce niveau-là? Non, attendez s'il vous plaît. Quand on prend un député cité dans l'affaire Ségur, par exemple, qui a une société, je ne vais pas la nommer, 50-50, vous pensez qu'il va, alors qu'il appartient de ce groupe-là, par exemple, et qu'il va vraiment vous soutenir si c'est qu'il est menacé, celui-là. S'il est menacé, vous pensez qu'il va vous soutenir? S'il vous plaît, là je comprends. J'avais dit que je n'avais pas compris. Ah, c'est là, exactement, allez-y. Là, je comprends ce que vous dites. Mais ce n'est pas mon rôle de dire à ceux qui ont dit qu'ils soutiennent qu'au fait, ils ne soutiennent pas. On le verra dans les faits. On constatera dans les faits. Et vous avez fait une promesse au peuple. Nous avons fait la promesse au peuple. Et un agenda avec. Mais s'il vous plaît, nous avons fait la promesse au peuple. Nous faisons l'effort de tenir la promesse. C'est ça qui relève de notre responsabilité. Le reste, non. On avisera. On fera tout pour faire comprendre ce que nous envisageons pour ce pays-là. Mais des gens peuvent ne pas être d'accord. L'essentiel, c'est que ceux qui ne sont pas d'accord ne fassent pas le plus grand nombre, le très grand nombre. Et ça, là, je pense que chacun y travaillera. Bon, mais alors, on ne peut pas déjà maintenant spéculer par rapport à cela. C'est ce que je ne souhaite pas. On ne peut pas spéculer. Oui. La personne dit, je vous soutiens, mais en attendant, voyez, et sur le fond, si les personnes ne sont pas d'accord, nous discuterons. Sur la carte universitaire qui a été annoncée, donc sans que le débat ne soit appelé, certains ont dit clairement, et vous avez suivi, nous ne sommes pas d'accord. Moi, par exemple, je dis, mais pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Depuis 2014, moi, mon parti politique a fait des réflexions sur l'éducation nationale et a déjà estimé que l'ancienne carte universitaire était mauvaise. Voilà. Donc, tu n'es pas d'accord, moi je n'étais pas d'accord, nous allons discuter. Et donc, c'est ça la démocratie. Très bien, Vigile, dernière question avant de changer de sujet. Oui, l'Assemblée nationale, on y reste. Il y a comme ce vent-là qui a parcouru beaucoup de Béninois en voyant les choses peut-être changer avec l'avènement de ce régime. Mais il y a quelques jours, quelques semaines, quelques mois, au vote de la loi du collectif budgétaire, il a été constaté que les députés ont reçu 500 000, ils ont dû signer 500 000. N'est-ce pas une pratique qui rejoint ce qu'on déplorait au cours de l'autre régime? N'est-ce pas une pratique qui nous rappelle cette déclaration du député Candide Azanaï dans ce studio par ailleurs, parlant de 2 millions de francs CFA pour forcer. À quoi étaient utiles les 500 000 francs donnés aux députés? Ce que je sais, c'est que au niveau du Parlement, les sessions extraordinaires sont à la charge donc du gouvernement, quand c'est le gouvernement qui demande donc la session se fasse. Alors, c'est du travail, vous sollicitez les députés, d'accord, et par rapport à cela, il y a des frais relatifs à des sessions, c'est-à-dire vous allez dans un séminaire, vous faites un certain nombre de jours, il y a des frais relatifs. Donc je pense que ce genre de choses est relatif à ça. Mais ça ne passe pas par ce canevas, non? S'il vous plaît? Ça ne passe pas par ce canevas, non? Ah non, moi je ne sais pas par quel canevas ça passe. C'est-à-dire que si je vais en séminaire parlementaire, alors vous allez avec votre chauffeur, vous allez avec votre garde-corps. Alors le chauffeur il doit être défrayé, le garde-corps il doit être défrayé. Vous-même vous allez avec votre voiture. Et donc, il faut vous payer les frais de transport et tout ça. Donc, par là, ce n'est pas les émoluments habituels qui transitent par votre compte bancaire. Ça, c'est du quelque chose d'extraordinaire. C'est du budget qui est fait et les députés en jouissent. Pour avoir vu ça, nous craignons également pour le vote du budget de l'État à venir, pour des pratiques qui ont toujours été observées. Non, ça ne relève pas. Ça veut dire que dans ce que vous insinuez, les députés auraient donc pris de l'argent pour voter le collectif budgétaire. Non, ils n'en avaient pas. Mais voilà, donc ce n'est pas ça. Et ça ne va pas être le cas non plus pour le budget de l'État à venir.
Le budget de l'État à venir? Non, moi je ne suis pas membre du gouvernement. Non, l'intéressement, les députés vont faire. Non, mais non, le député est déjà intéressé pour la fonction qu'elle fait. D'accord? Moi, je pense qu'il y a des émoluments. Vous participez à une session, vous signez chaque fois, et puis après, voilà, pour quand même inciter les députés à être présents. D'accord? Donc, moins vous êtes présent au Parlement, moins vous gagnez. Donc, de ce point de vue, je trouve que le député, il est payé pour le travail qu'il fait. Et donc, les pratiques dont vous parlez là, moi, je ne connais pas. Le grand rendez-vous. Alors, à présent, parlons de talons, de la rupture et de l'insécurité. L'insécurité s'impose clairement et sans jeu de mots malveillants comme le talon d'Achille du gouvernement Talon. Désormais, les braqueurs dictent leur loi quotidiennement, semant chaque soir une dose de panique, blessant, tuant et emportant sans coup férir le fruit du labeur de nos concitoyens. Comment expliquez-vous cette situation? Incompétence, incapacité ou manque d'anticipation. Comment comprenez-vous cette subite et violente recrudescence du grand banditisme dans le pays? Bon, elle est cyclique. Naturellement, je la déplore, cette recrudescence-là, parce que quand les populations ne sont pas en sécurité, vous avez beau bâtir le développement, il a beau avoir donc de la plus-value économique, il n'y a pas de la quiétude pour en jouir. Donc de ce point de vue, le besoin de sécurité est un besoin existentiel. Donc chaque jour qui passe, nous devons travailler à améliorer la sécurité des citoyens. Donc de ce point de vue, les actes de braquage que l'on observe ci et là ne sont pas encouragés, à décourager, et le gouvernement a l'obligation donc de travailler à trouver des solutions à cela. Oui, mais sur le sujet, on a l'impression que le gouvernement peine à trouver l'issue qu'il faut pour régler ce problème. Les questions de sécurité sont des questions délicates, donc il n'y a pas de bâton magique que l'on lève pour régler les questions de sécurité. Si vous allez un peu plus loin, c'est comme un peu les questions de terrorisme et tout, c'est des questions délicates. D'accord? Il faut en cerner les contours, il faut avoir du tact, il faut travailler parfois, je dis parfois, ce n'est pas ça qui est souhaité dans la durée pour pouvoir contrer le mal. Alors, vous avez demandé comment je l'explique. Il y a une combinaison de facteurs. Il y a des facteurs liés donc peut-être à la démotivation des hommes. Vous savez que l'ancien système, à la veille de son départ, a pris des papiers pour mettre sur papier donc des avantages aux policiers. Et donc quel avantage le régime ne pouvait même pas honorer, on sait. Quand donc, on a dit aux enseignants, c'est un piège. C'est de la propagande, c'est un piège. Quand on a dit aux enseignants à 1,25, on a dit tout ça, le gouvernement passé n'a jamais pu faire ça. Est-ce que vous voyez, n'a jamais pu honorer c'est un héritage. Voilà. C'est un héritage. Donc quand je parle de la police, à cette période sensible où vous êtes en train de quitter le pouvoir, c'est de pas responsable de prendre ce genre de mesures. Alors, un gouvernement qui veut faire de la complaisance va dire d'accord, nous sommes devant le fait accompli, mais il faut qu'il y ait des ressources pour pouvoir honorer cet engagement. On n'a pas les ressources. Mais il y a pas, mais tout le monde l'a dit. Tout le monde, il y a un état des lieux, les autres n'ont pas contesté fortement. D'accord, dit ça, il faut améliorer. Ils ont contesté quand même. Bon, ils ont ruminé, ils ont ruminé, mais madame, ils ont respecté, mais j'ai pas vu des personnes venir à la télé dire de donner des contre-chiffres. Je n'ai pas vu. Donc, de ce point de vue, un gouvernement responsable, il dit ça, je ne peux pas honorer. Nous allons travailler à améliorer votre condition. Nous sommes d'accord que les conditions sont difficiles et il faut être unanime là-dessus. Les policiers travaillent dans de mauvaises conditions. Ça, il faut le dire. Donc, ceci peut participer à cela. S'il vous plaît. Ceci peut participer à cela. Ceci, je pense, peut participer. C'est des hommes qui assurent la sécurité des autres. Il faut. Donc on parle même d'incitation à la délinquance. Vous savez, sur la question, et je ne veux pas perdre le fil de ce que je disais, les députés viennent de finir une visite sur les prisons et sur les unités de police et de gendarmerie. Nous avons entendu des choses. D'accord, les policiers nous ont parlé. Donc, de ce point de vue, il faut améliorer les choses. Il faut améliorer leurs conditions de travail. Il faut améliorer leur sécurité familiale. Mais il faut travailler
capitaliser les ressources pour y faire. Donc ça ne se fera pas. Une certaine démotivation. Mais je dis au-delà de ça, vous savez, le contexte sous-régional n'est pas trop favorable. Le pouvoir actuel au Nigeria fait beaucoup de rigueur, de restrictions. D'accord ? Le grand banditisme est traqué. Et vous savez qu'au Nigeria, la peine de mort existe encore, ce qui n'est plus donc vraiment pratique. Les malfrats, pensez-vous, se sont rabattus sur notre pays? Ils ne se sont pas. C'est-à-dire que si les malfrats du Nigeria se rabattent sur le Bénin, nous n'existerons pas. Donc, il y a des tendances, à avoir comme arrière-plan le Bénin. Et tous ces facteurs combinés font qu'il faut donner une réponse à la question. On ne s'est jamais préoccupé de la question de sécurité, au fait. Si nous étions préoccupés de la question de sécurité, on ne serait pas en train d'éduquer les man au Mancho. Parce que ceux qui ont travaillé hier, c'est les mêmes personnes qui travaillent aujourd'hui. J'entends les personnes dire, ouais, si telle personne avait été là, la question de la sécurité. Mais ce n'est pas normal que l'on dise que la question de la sécurité d'un pays, donc, peut dépendre d'un seul individu. Ça n'a pas de sens. C'est que nous ne nous donnons pas les moyens de régler et d'anticiper sur ce qui pourrait être les risques sécuritaires par rapport à notre pays. Et c'est ce qu'il faut faire sans que ce ne soit la responsabilité particulière d'un pouvoir qui est là il y a à peine 5 mois. Oui, mais est-ce qu'il y a une attente à avoir d'un gouvernement, d'un pouvoir, d'un ministre de l'Intérieur notamment qui dit, et il a dit à l'Assemblée nationale, que chaque Béninois est responsable d'abord de sa sécurité? Ouais, quand vous le prenez stricto sensu, oui, ça a de quoi choquer. Mais ne le prenez pas dans stricto sensu. Prenez dans le contexte et ne prenez pas cette phrase de façon illimitée, ajoutez ce qu'il a dit après. C'est vrai que si vous prenez cette phrase-là de façon isolée, mais vous dites, il parle de quoi? Mais quand vous l'écoutez entièrement, il dit, quelles que soient les mesures que le gouvernement va prendre, si chaque personne ne fait pas attention à sa sécurité, nous ne parviendrons à rien. C'est ce qu'il a dit. Et il a donné l'exemple des cambistes. Si vous ne mettez pas l'argent à la banque, si vous vous déplacez, vous seul, dans la nuit, allez dans un ghetto, avec tant d'argent en poche, alors que le malfrat vous a vu déjà monnaie de l'argent au marché, sans sécurité, vous allez dans votre quartier, tout ça, vous vous exposez. Et quel que soit ce que le gouvernement va faire, les risques se multiplient. C'est ce qu'il a dit. Donc, si on prend cette phrase-là de façon isolée, oui, je dis non, mais de quoi il parle? Mais ne prenez pas ça de façon isolée. Il était dans un contexte et il a parlé globalement et prenez donc son idée globalement. On dit que ce qui renforce l'insécurité ici au Bénin, c'est le fait que les actes d'insécurité sont jamais suivis de suites. Pas notamment ces délinquants, on les rattrape jamais et cela renforce les délinquants qu'on est en terrain conquis. Nous venons du terrain. Bon, il y a des rapports. Il y a eu 4 missions. Donc, les députés ont visité tout le pays à travers 4 groupes. Chaque groupe en moyenne de 5 députés, pilotés surtout par la commission des lois, étendue au président de tous les groupes parlementaires. Alors, nous sommes allés dans tous les départements et nous avons très bien entendu dire que les récidivistes nous créent d'énormes problèmes. Donc, il y a peut-être un travail législatif à faire de ce côté que nous allons nous évertuer à faire. Dans quel sens? Et par rapport, donc, par exemple, de renforcement donc de la contrainte des peines sur les récidivistes. Parce que, au fait, si vous observez très bien, ceux qui sont auteurs de grands banditismes et tout, la plupart, c'est des récidivistes. Oui, mais quand vous dites ça, cela poserait peut-être un problème si vous corsez les mesures pour maintenir plus longtemps. Non, je n'ai pas encore dit ça. Je dis l'un des souhaits sur le terrain, par exemple, que j'aurais situé. Nous allons l'analyser. Un rapport n'est pas fait et le Parlement tirera les leçons. Oui, c'est l'analyse que je commence déjà. Mais si par exemple, déjà le Parlement en arrivait à corser les mesures, à maintenir plus longtemps en détention les récidivistes, est-ce que vous ne pensez pas que cela va aggraver un peu la situation des prisons? Vous avez constaté au cours de votre mission également que nos prisons étaient bondées de monde. On m'a donné l'exemple de la prison d'Abomey, initialement bâtie pour accueillir 100 pensionnaires, qui aujourd'hui est au-delà de 1000 personnes. Ce n'est pas vivable, ça. Est-ce que ce n'est pas honteux tout court de la part d'un pays qui se proclame démocratique? Parce que nous respectons l'humain tout court, mettre en sardiner des gens, même si c'est des gens qui ont chuté, qui sont tombés, qui ont commis des actes, etc. Encore qu'en prison, on retrouve des innocents.
Est-ce que c'est humainement digne d'un État comme le nôtre? Ce n'est pas acceptable. Moi, j'étais dans l'Atlantique, dans le Mono et dans le Koufo. Donc, vous étiez à la prison civile de Cotonou? Non, j'ai dit l'Atlantique. L'Atlantique, d'accord. Il y a une autre équipe donc à Cotonou, dans le le plateau, ainsi de suite. Donc, ce qu'on a vu, dans les autres prisons, c'est au bas mot multiplié par 3, le nombre qui est prévu. Je peux vous montrer donc à quoi ressemble leur ration alimentaire, de petites questions. Mais là, le rapport sera fait et puis on fera des recommandations au gouvernement. J'espère que vous rendrez ça public tout au moins. Ou bien c'est une mission secrète. Pas secrète, mais c'est les questions du Parlement. Les questions du Parlement se traitent au Parlement. Donc je pense que si un journaliste au nom du droit à l'information, si le rapport existe, il venait donc dans l'administration du Parlement, il pourrait avoir ce rapport-là. Mais pour ce qui, je n'irai pas plus loin, parce que moi, j'ai abordé un pan du pays. Les autres missions, c'est-à-dire que les d'autres départements vont déposer leur rapport, et il appartient donc à la commission dont je suis membre de faire la synthèse de tous ces rapports et de présenter à nos pairs ce que nous avons remarqué sur le terrain. Mais je dis, ce n'est pas normal et c'est la responsabilité du gouvernement. Je ne dirais pas c'est la responsabilité des autres, c'est la responsabilité du gouvernement. Et cette question, ce n'est pas de janvier donc c'est pas d'avril à aujourd'hui que les prisons ont été multipliées par 5. On attend votre réponse, on attend la réponse du gouvernement. Il faut le faire, c'est une question de responsabilité, c'est une question de droits de l'homme. Vous savez, la Commission des droits de l'homme qui a initié cette activité a tenu compte de sa dimension droits de l'homme, parce que la commission à laquelle j'appartiens est intitulée la Commission des droits de l'administration et des droits de l'homme. Et on ne nous voit pas souvent de façon active sur les questions de droits de l'homme. Et le code pénal est en étude, c'est très avancé. Et quand vous voulez légiférer sur ces questions-là, il vaut mieux aller toucher du doigt comment se fait les gens vivent dans la pratique pour pouvoir mieux les... Et c'est pour ça que nous l'avons fait. Donc ce n'est pas tolérable, je suis d'accord, il faut changer. Il y a même des choses ordinaires qu'on peut changer sans grand moyen. Il faut travailler à le faire. Et améliorer. Alors, de la prison au chantier de répression par les pouvoirs publics des actes de délinquance économique et financière, il n'y a qu'un pas. Le pouvoir Talon semble marquer les pas, justement. Et on en veut pour preuve, par exemple, que l'impatience exprimée par votre collègue Dakwé Soussou, qui a interpellé cette semaine l'exécutif. Il nous a été annoncé, par exemple, des rapports d'audit dont on est pressé de connaître le contenu. Patrice Talon et son gouvernement réagissent lentement comme un moteur diesel, disent certains. Voudrait-il, à l'instar de Boniaï, inhumer ces rapports au cimetière des dossiers classés sans suite, ou encore les garder comme des objets de chantage? Pourquoi c'est si long de nous publier, de nous indiquer le nom de ceux qui pendant 10 ans ont pillé le pays? D'accord, moi-même je suis impatient. Ah oui? Je suis très impatient. Donc, de ce point de vue, il faut que le gouvernement accélère le processus. Bon, vous êtes impatient, pourquoi? Je suis impatient pour que ces dossiers-là sortent, que les résultats des outils soient mis au goût du jour et que l'on connaisse qui a fait qui et que les coupables soient traduits devant la justice. Vous êtes impatient, mais est-ce que vous n'avez pas des appréhensions aussi? On revient Non, j'ai pas d'appréhension parce que j'ai confiance en ce gouvernement, j'ai confiance au président de la République. Simplement, je dis, je comprends les citoyens qui sont impatients et si on peut accélérer. Vous savez, le pays est dans l'urgence. Nous étions dans le trou, c'est donc les membres du gouvernement, ils n'ont pas le temps, je le sais. Mais c'est des questions qui sont ici urgentes. Il y a des audits un peu partout. Donc, si on a donné des délais, alors il y a une question d'actualité qui a été posée par l'honorable Dakwé Soussou. Je pense que le gouvernement y répondra et nous dira donc à quel niveau il se trouve par rapport à ces questions. Mais c'est urgent. Même moi qui suis ici, je suis très pressé par rapport à ça. Oui, mais si vous permettez, est-ce que aujourd'hui, visiblement, cette lutte-là, ce chantier-là n'est pas incompatible avec celui des réformes? Non, comment ça peut être incompatible avec celui des réformes? Les députés, soient-ils vertueux ou délinquants, ça passe par eux? Ça passe par eux et ça passe par le peuple. Non, ça passe d'abord par eux. On va revenir à la question, mais ça passe d'abord par eux, non? Oui, mais ça passe par eux. C'est-à-dire que vous êtes en train d'insinuer que pour des intérêts égoïstes,
que des députés vont bloquer l'avancée du peuple. C'est ce que vous dites? Non, je ne crois pas. Je pense que nous tous, au Parlement... Vous comptez sur la bonne foi? Je pense que nous travaillons. Nous avons été élus pour travailler pour le bien du peuple. Nous allons y travailler. Et je compte sur ça. Pourtant, Odel Aladatine, certains analystes estiment que le pouvoir talon subirait lui aussi le chantage du régime précédent à travers un certain nombre d'acteurs, dont l'objectif est d'empêcher toute reddition de comptes sur la période 2006-2016. Partagez-vous une telle opinion ou avec d'autres éléments de réponse sur la question? Je dirais patience. Nous avons fait 5 mois, patience, avant de tirer les grandes conclusions. Patience jusqu'à quand? Non, je ne donne pas un délai, je ne suis pas au gouvernement. Il y en a qui estiment que si cette lutte contre les bandits économiques n'est pas enclenchée maintenant et tout de suite, avant la fin de l'année 2016, eh bien, que Patrice Talon et son gouvernement ne feraient plus cette lutte. Est-ce que vous analysez les choses autant c'est urgent, autant je suis impatient, autant le gouvernement a pour souci de pouvoir donner les salaires aux fonctionnaires. Autant le gouvernement, tout est urgent dans le pays, je vous dis. Et donc, dans l'ordre des urgences, je permets et je comprends le gouvernement qui fait, quelle que soit la stratégie, il y a certaines questions urgentes qui peuvent être légèrement différées, mais moi, je vois que ces questions sont des questions essentielles et qui vont se révéler au goût du jour très bientôt. Est-ce qu'il existe une plateforme où le président de la République discute avec ses députés? Le président de la République en voyage, je sais qu'il n'y a pas une semaine, le ministre Garde des Sceaux, chargé des relations avec les institutions, a une séance de travail avec les membres de la conférence des présidents du Parlement, par exemple. Donc il y a des passerelles de discussion. Il y a des passerelles, c'est-à-dire que les gens dans l'urgence, ce n'était pas suffisant, mais je pense qu'il faut que ça se renforce et c'est en train de se renforcer. Autrement dit, il n'y a pas encore cette plateforme comme on a observé. Non, vous voulez savoir, vous savez, vous voulez la conférence, je ne sais pas comment on a appelé la conférence des présidents. Non, mais pas je du pense tout. Pas, non, pas exactement. Nous sommes en train de parler de façon plus explicite de ces convocations du président Yaïboni qui invitait de force tous ces députés à la Marina moi, je pense pour leur donner des instructions. Est-ce que vous n'avez pas... Si vous avez des grandes questions, de grands sujets à faire passer par l'Assemblée, c'est un minimum. Ne parlons pas d'instructions. Je pense que ce n'est pas bien de dire des instructions. Faire du coaching ou des briefings. Mais je pense que quand vous participez à un pouvoir, il est bien d'être en phase. D'accord? Et que ce n'est pas bien qu'un ministre d'État dit quelque chose et que le député qui se réclame du temps, qui est chargé politiquement donc d'expliquer aux populations, il faut des séances pour ça. Mais je pense pour ma part que ces séances partisanes ne devraient pas être organisées au palais. Si ça concerne tous les députés, oui. Ça, c'est une question de géographie, mais c'est une question de bon sens. Géographie politique, très bien. Alors, parlant de géographie, sur les réseaux sociaux, les commentaires se rapportant au sujet de la lutte contre la corruption vont bon train. Il se dit par exemple que le président de la République hésite à publier ces fameux rapports parce que certains de ses protégés et d'autres reliquats du yaïsme par exemple qui ont embarqué avec la nouvelle équipe seraient impliqués dans bien des dossiers. Vous qui êtes désormais dans le couvent des secrets les mieux gardés, vous pouvez peut-être nous confirmer cette information? Non, c'est-à-dire que le problème c'est quoi? Moi j'ai pas le résultat des audits. C'est-à-dire c'est les audits qui vont révéler tout ce qu'on dit là. Et donc si par exemple dans une administration, dans une société, dans un ministère, il y a des cas. Donc, il y a un moment où les audits seront réclamés de façon plus forte. Donc, ce n'est qu'après publication de ces audits qu'on peut parler. Mais avant, on ne peut rien dire. On ne peut pas savoir qui a fait quoi. D'accord, parfois nous avons même l'impression que les gens sont fautés alors qu'ils n'ont rien fait. Moi, j'attends les audits et je propose que ça soit accéléré. Très bien. Patientons que donc les audits soient... Et le ministre des Finances l'a dit. Et pourquoi on ne devrait pas y croire? Et je vous dis que le président de la République ne fera pas ce que les gens disent là. Oui, mais vous qui êtes impatient, vous avez dû chercher à savoir pourquoi on traîne à publier, à rendre public les mais il faut que ça soit fini et que ce soit bien fait. C'est-à-dire que quand vous dites rendre public, cela suppose que ça existe et qu'on n'a pas rendu public. Donc c'est en cours, c'est à faire, c'est fait, mais ce n'est pas achevé partout. Ce n'est pas achevé. Je pense que ce n'est pas achevé partout. Très bien, Oden Aladatine. La seule affaire de pillage révélée pour le moment, c'est la rocambolesque histoire de la Séguibe, affaire sur laquelle les députés observent un silence prudent. On dit que cela se justifie par le fait que certains des leurs seraient éclaboussés par ce scandale
inqualifiable. Sur ce coup, les députés voudraient-ils se couvrir encore, comme ce fut le cas dans le dossier PPA? Il n'y a pas histoire de députés, vous savez. Ah ben oui, il y a des députés qui sont impliqués dans l'affaire de la sécurité. Vous ne semblez pas être au courant, on dirait. Non, si. Ah bon, d'accord. Attendez, nous sommes dans un état de droit. Il y a les audits. Les résultats seront connus. Les résultats seront connus de la justice. Et les institutions joueront leur rôle. Un état de droit, c'est ça. Ce n'est pas pendant 10 ans. Vous ne semblez pas comprendre notre impatience, l'impatience des Béninois, doublée, n'est-ce pas, d'une certaine inquiétude. Je ne sais pas si c'est exactement le mot qu'il faut utiliser, mais les gens sont impatients. Mais je dis, même moi, je suis impatient. D'accord, parce que justement, 10 ans durant, c'est ce que vous venez de dire, qui nous a été dit tout le temps. On nous a rebattu les oreilles de ce que, oui, voilà, et nous allons publier, mais rien n'a été publié. Évidemment, les délinquants économiques ont pion sur rue, c'est eux qui étaient les plus promus, étaient les plus célébrés, ils pouvaient pavaner, ils pouvaient causer à la télé, ils pouvaient narguer tout le monde. Et 10 ans durant, ça a duré. Et bien, un nouveau pouvoir s'installe. Ont peur. Et il y a une forte attente. On veut savoir qui sont ceux qui ont mis le pays dans cette difficulté économique que nous observons aujourd'hui. Et ça, pour le leur député donner... que vous êtes doit pouvoir comprendre ça. Mais j'ai été le premier à le comprendre, puisque moi je dis que je suis concerné. Et je suis dans la peau de ces personnes-là. Et peut-être que je suis plus impatient qu'eux. Ah oui. Mais je vous dis que je suis plus impatient qu'eux. Mais la seule nuance, c'est que moi, je fais confiance en l'équipe qui est là. Et je demande aux Béninois de faire confiance au président de la République et à son équipe. On ne peut pas ne pas connaître les résultats des audits. Et s'il y a des gens qui sont indexés et qui sont coupables, mais la justice va s'en saisir. Moi, je vous le garantis, moi, je vous le dis. Et par rapport à cela, moi, je suis tranquille. Quoi qu'étant impatient, je suis tranquille, ça va se faire. Et il est observé aujourd'hui que, ces sociétés qui ont de problèmes, nous avons parlé tantôt de Segub, on pourrait aussi citer STTB, ces sociétés qui ont de difficultés avec le régime actuel, ce sont les sociétés qui étaient venues à l'avènement donc des difficultés de Patrice Talon. Donc on dit qu'il est en train de se faire justice tout simplement à travers l'actualité que nous vivons aujourd'hui avec ces sociétés. Bon, ce genre de spéculation, moi je ne mords pas dans ça. C'est comme si moi, vous avez un problème familial avec moi. Et puis dans le cadre professionnel, vous faites une preuve professionnelle, je vous punis. Après vous dites que c'est parce que vous avez des problèmes avec ma famille. Moi, il fallait tout de même trouver. Si ça devait arriver, il fallait quand même des raisons. Je ne tombe pas dans cette diversion. Il se fait simplement que j'ai écouté un monsieur qui serait gérant de l'une des sociétés la fois dernière, donc à la télévision, dire que lui n'a pas rempli sa part de marché. Il a expliqué par le fait que le gouvernement lui a dit et qu'il a fait, ça ne concerne pas. Vous avez un cahier de charges que vous n'avez pas respecté et donc le ministre en exercice vous donne un ultimatum au thème duquel si vous n'honorez pas votre contrat, eh bien, on va vous dessaisir. Point barre. C'est ça, c'est de ça qu'il est question. Hein? Hier, parce qu'on fait souvent d'amalgame, mais je vais vous donner des exemples précis pour dire comment nous traitons. D'accord? Hier, quelqu'un devait me rendre un service à la maison, il est venu, et donc j'ai payé le service, et donc le transport, c'était à la charge donc du fournisseur, du prestataire. Et quand il est venu, on m'a dit, oui, il attend que je le paye et tout, voilà. Mais finalement, j'ai demandé, mais c'est à la charge de qui? Moi, j'ai payé là-bas. Ce que vous avez fait là, c'est à ma charge ou c'est à la charge? Il dit oui, mais d'habitude, c'est que je dis non, rien du tout, c'est à la charge des autres. Je peux vous faire un cadeau, mais ça, vous ne... C'est pas une obligation. Pas de droit. Voilà. Donc, on ne va pas faire de l'amalgame. Au moins, sur le cas STTB, je pense que c'est de ça que vous parlez, parce que, bon, je ne suis pas au gouvernement, moi, j'écoute aussi la télé, et comme vous. Et s'il y a des dossiers, oui, c'est vrai que moi, je peux demander à telle ou telle personne de quoi ça retourne, à comprendre un peu plus. C'est la seule nuance. Ou quoi? Interpeller le gouvernement parce que, étant député, j'en ai le droit. C'est la différence qui est entre nous. Mais donc, nous nous informons aussi par vos organes. Et donc, ce monsieur, dès lors que dans son raisonnement, il ne m'a pas justifié, que donc qu'il a respecté son cahier de charge, je dis, c'est terminé. Le mal est dans le flux et il faut gérer le pays comme ça. Donc, tout le reste ne relève que du hasard. Du hasard, comment? De la diversion. Je dis, c'est-à-dire qu'à supposer même que ceux qui sont traduits de la justice
soit indexé comme tel. Il appartient au peuple d'amener la preuve que telle autre personne qui soutient Talon a fait telle chose et que lui n'est pas donc présenté à la justice. Que les résultats des audits ont dit que tel monsieur soutenant le président de la République est complice de tel révélé par les audits et que le tribunal ne s'en est pas saisi. C'est à partir de ça là simplement. C'est là qu'on va attendre le président. Mais c'est là qu'il faut attendre le président. Le grand rendez-vous. Si la lutte contre la corruption est une grande attente des Béninois, la plus grande attente de nos concitoyens est à chercher sur le terrain de la résorption de la pauvreté. Vous êtes sans doute au courant des nouveaux chiffres de la pauvreté révélés par le programme des Nations Unies en séminaire avec quelques membres du gouvernement. Plus de 40% de nos compatriotes croupissent dans une misère innommable. La tragédie humaine de Toribosito en est l'un des plus pathétique témoignage sur la question. Tout le monde s'impatiente. Certains estiment que le gouvernement ne prend aucune mesure pour inverser cette déplorable tendance ou qu'il n'a pas encore pris la mesure de la grande pauvreté qui s'abat sur nos compatriotes. Pensez-vous la même chose? Mais vous pensez que quoi? Si le président de la République traverse monts et vallées, c'est pourquoi? C'est pour régler ces questions-là? C'est pas pour son confort. Je pense que lui, personnellement, il connaît le monde. Il connaît le monde personnellement. Donc ce n'est que pour ça. J'ai dit, je le comprends. Quand parfois il est difficile de manger une fois par jour, après quand vous invitez à la patience, parfois vous dites que c'est de l'incantation. Je comprends ceux qui vivent cette situation-là. Il y a de nos compatriotes qui n'arrivent pas à s'assurer un seul repas par jour. Et quand on voit un certain commentaire, ça fait sourire. Quand on voit nos parents de Avamé, à Tori, qui se sont projetés, on peut tout leur reprocher. Mais la misère dans ce pays a atteint des proportions absolument inimaginables. Et quand on reste dans les villes, on regarde la télé, on a de l'eau potable pour chasser ces déjections, on peut spéculer et dire tout ce qu'on veut. Quand vous allez à l'intérieur du pays, vous pouvez voir que nos compatriotes s'abreuvent avec de l'eau de ruissellement. C'est encore là aujourd'hui. Et donc on peut se dire tout ce qu'on veut, on fait des commentaires enjolivés de qualificatifs et dit ce qu'on veut, mais quand on n'a pas touché du doigt la réalité, on devrait prendre des précautions. Mais vous ne parlez pas de nous. Je suis meurtri. Je l'espère bien. Que vos collègues députés le sont autant que vous. Non, mais ils le sont. C'est pas des extraterrestres. Ah bon. C'est le système de gouvernance. Et c'est ce que je vous dis. C'est le constat que nous étions dans la stratosphère. Parce que ce n'est pas ce que nous a vendu. Ce n'est pas ce que la continuité nous a vendu, ça. Et c'est pour ça que moi je dis, j'ai bien fait de dire qu'on ne devait pas continuer avec ce que vous décrivez là. Parce que c'est ça on a voulu duper le peuple. Pour dire tel que nous faisions, c'était bien, il fallait continuer. C'est ça les illustrations manifestes. Il faut travailler à corriger ça. Mais ça, je vous dis qu'on est au niveau de la fondation pour que plus jamais ça. Parce que si on ne fait pas attention, la réponse, une des réponses à ce que vous dites là, c'est de partager du maïs à tout le monde pour qu'il n'aille plus se faire brûler sur des tas d'ordures. D'accord? Mais si vous le faites comme ça, vous ne pourrez pas assurer ce manger dans la durée. C'est pour ça que tout en réglant l'urgence, il faut travailler dans le fond. Et le travail de fond n'est pas visible tout de suite et malheureusement. Et je comprends donc l'impatience des uns et des autres. Mais le travail fondamental pour que chacun a mangé de façon durable, ça met un peu de temps. C'est vrai qu'il faut donner quelques réponses urgentes, mais c'est des réponses qui sont des réponses provisoires, ne sont pas des réponses durables. Il faut travailler dans le fond, il faut travailler pour que chacun puisse être assuré de 3 repas journaliers. Et il faut y travailler. Et en 5 ans, le président Talon fera l'essentiel. Et il faut que, sur le plan institutionnel, qu'on enracine institutionnellement le pays pour que même ceux qui doivent lui succéder ne nous conduisent pas à nouveau dans le chaos. Parce qu'on a connu ça ici. La volonté d'un homme qui fait de la gouvernance son cheval de bataille. Si donc on ne met pas suffisamment de verrous, et notamment à travers les réformes et autres qui sont engagées, mais un autre peut venir le lendemain et fouler aux pieds tout ce qui aura été institué comme vertu, mode de gouvernance et tout. Et c'est pour ça qu'il faut travailler aujourd'hui et sécuriser le pays pour demain. Très bien, enraciner institutionnellement le pays, dites-vous, sécuriser le pays institutionnellement, mais ça se rapporte à la dernière question avant d'ouvrir
le standard à nos auditeurs des réformes politiques et institutionnelles sont annoncées par le président de la République qui en fait presque un challenge personnel. Le président pense aller au référendum avant de soumettre au Parlement ses propositions pour cette méthodologie de mise en œuvre des réformes. Bon, d'abord, c'est déjà le contenu des réformes. C'est ça qui est l'essentiel pour moi. Est-ce que c'est pertinent ce que dit le président de la République? C'est ça la grande question pour moi. Je trouve que c'est pertinent. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'il le dit. Il a dit depuis à peu près 9 mois. Et c'est ça qui a gouverné même sa campagne. Et c'est sur la base de cette vision que les populations donc, lui ont consacré en grande partie leur vote. Donc cette question-là n'est pas une question nouvelle. C'est-à-dire que quand j'entends mes concitoyens, on a l'impression qu'on veut faire de cette question une question nouvelle. Non, c'est cette question-là qui a fondé son projet de société et sa vision donc pour le pays qu'on a accepté. À partir de ce moment-là, les modalités, ce qui relève de l'opérationnel, le gouvernement va le faire. Ce que je sais, c'est que ce gouvernement et ce président de la République ne fera rien contre la Constitution et les textes de la République. Ça, j'en suis convaincu. Les autres aspects qui relèvent de l'opérationnel, je vais laisser ces aspects-là au gouvernement pour qu'il puisse nous expliquer comment, par quelle méthodologie et autres. Oui, mais moi, je suis convaincu d'une chose. Je suis convaincu d'une chose. Le président de la République ne fera rien contre les textes de la République. Oui, mais c'est déjà la méthode qui est contre la Constitution, non? Cette méthode qui prévoit, c'est où? Non, c'est-à-dire que, vous savez, nous sommes donc dans la gestion de la chose publique, d'accord? Ce que moi, j'observe et que je suis à la lettre, par rapport auxquels je veille, les indicateurs sur lesquels il faut veiller, que je vous appelle à veiller, est-ce que dans le processus de la révision donc de la Constitution, parce que c'est de ça que vous parlez, est-ce que les exigences constitutionnelles seront respectées? Nous n'en sommes pas là, mais moi je parie que oui. Les autres aménagements, pour moi, ça relève de l'opérationnel. L'essentiel pour moi, c'est que ce qui est prescrit par la Constitution, avant qu'on ne touche à notre texte fondamental, soit respecté. Et ce qui est dit, c'est que le Parlement soit saisi, que le Parlement se prononce. On a dit, si le Parlement se prononce à une certaine majorité, ça passe. Si le Parlement rejette le projet à une certaine qualification, ça ne passera pas. Et c'est ce qui se fera. Et donc, le chef de l'État s'est trompé tout simplement. Non, il ne s'est pas trompé. Non, il ne s'est pas trompé. Mais ça relève veut dire que la question qu'il faut se poser, la méthode exigée par le chef de l'État, est-ce que c'est cela qui nous conditionne ou pas? Oui, est-ce que c'est cela qui conditionne les décisions? Est-ce qu'il y a encore de questions lorsqu'on sait que le professeur Théodore Loadia, le président de la Cour constitutionnelle, a apporté cette semaine la réponse à cette interrogation? Cher ami, je dis au-delà même de la question, de la réponse donnée par le président de la Cour constitutionnelle. Mais le gouvernement ne pourrait pas faire autre chose. Donc le Parlement sera consulté. Oui, mais d'où était venue donc cette idée alors? Mais laissez l'idée, mais le président de la République, de ce point de vue, peut... Écoutez, le président, vous parlez de la consultation sous forme référendaire. Et je vous dis... Il y a d'autres manières de consulter. C'est la portée de ce qu'il dit là qu'il faut mesurer. Quelle est sa portée? Quel est son sens juridique? D'accord? Donc moi, je ne voudrais pas faire le débat sur l'opérationnel. Ce que je sais, je suis député à l'Assemblée nationale. Et je dis, pour que notre Constitution soit révisée, d'accord, un texte doit être soumis au Parlement. On doit y veiller, et vous, avec moi, que ce texte-là soit soumis au Parlement. D'accord? Et nous allons tous observer la majorité qui a adopté ce texte-là ou qui l'a rejeté. Et c'est ça qui va déterminer de la suite. Le président de la République est allé même très loin en disant que moi, même si j'avais la majorité qualifiée pour faire passer d'office donc le projet de constitution, je le soumettrai encore donc au référendum. Alors, ce que dit le président, il peut y avoir des aménagements à l'opérationnel, d'accord? Ça va engager le gouvernement,
d'accord? Mais du point de vue des institutions de la République, ce qui est prévu doit être fait. Et ça, moi, j'en suis convaincu. Et c'est ça que j'attends. Est-ce que vous êtes prêt à passer par tous les moyens pour avoir cette majorité à l'Assemblée nationale pour y faire passer les réformes? Y compris les moyens... L'espèce sonnante et trébuchante, par exemple, ce que vous voulez que je nomme. Les moyens vicieux, moi, je ne sais pas ce que vous parlez. Vous dites... La politique, ça passe par là aussi. Est-ce que vous emprunterez ce chemin? Moi, je n'ai pas besoin d'un copec. Pour faire, non, pas vous, mais ceux qui seront difficiles à négocier. Ceux qui hésitent à embarquer dans le train du nouveau départ pour accompagner ces réformes. Est-ce que les réformes vous tiennent à cœur à ce point? Est-ce qu'il est prévu de les intéresser d'une façon ou d'une autre? Je vais vous dire quelque chose. Pas les espèces trébuchantes et sonnantes comme le dit Vigile, ou bien pas des nominations, des trucs comme ça. Je vais vous dire quelque chose. En pleine campagne électorale, lorsqu'on a commencé par voir comment certains candidats étaient en train de manipuler l'espèce trébuchon. Les militants, et ça s'est passé à la Marina. Monsieur le Président, si on continue comme ça, nous allons échouer. Nos adversaires sont en train de distribuer de l'argent. Et puis. Il dit, nous allons loin. Si je fais ça, qu'est-ce que je vais vendre aux populations? J'ai un projet de société. J'ai une vision. Je ne le ferai pas, même si je dois échouer. Oui, mais les députés, ce ne sont pas les populations et eux, ils payent cash. Il a dit, je veux dire pour que vous connaissiez le mental de l'homme qu'on a élu. En pleine campagne, il a dit, et vous, beaucoup peuvent témoigner, je ne le ferai pas, même si je dois échouer. Quand quelqu'un a dit ça, je suis obligé de lui faire confiance. Après ça, nous sommes en politique, les aménagements qu'on peut apporter à ça. Je ne suis pas le président de la République et je ne peux pas parler plus que ça. Très bien. Pendant que nous sommes. Alors, en attendant de vous laisser donner d'autres idées, nous allons faire une petite halte pour ouvrir le standard à nos auditeurs. 64 44 02 44 66 75 72 72. Le premier est en ligne. Bonjour. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, monsieur. À qui avons l'honneur? Eugène Waignan, monsieur. Oui, Eugène Waignan, allez-y pour vos questions. Je tiens d'abord à saluer votre invité et à vous, journalistes, je vous tire chapeau. Merci. 3 questions aussi rapidement. Moi, je vais du volet culturel. Sachant que votre invité est un mordu de la culture. Excellence, monsieur, bonjour. Bonjour, cher ami Waignan. Voilà. Et le Parlement ou les députés n'ont que pour mission, entre autres, la gestion de l'action gouvernementale. Mais dites-moi, lorsqu'un ministre de la République ne porte pas ce que le peuple veut, finalement, vous ferez quoi? Côté culture, le ministre a mis du temps pour régler le problème de la DEPAC. Actuellement, il y a un autre problème qui risque d'éclabousser monsieur le ministre. Est-ce que vous ne pouvez pas, je dirais, aller en avant, permettez-moi l'expression, je ne sais pas comment on dit, dévancer les faits. Anticiper. Au niveau de la culture, vous êtes un féru de la culture, monsieur. Allez-y pour votre question, monsieur Waignan. Il est parti. Le son n'était pas avec. Ça, c'est pas nous qui l'avons coupé. Un autre auditeur est en ligne. Bonjour. Il est là. Oui, allô? Bonjour, à qui avons l'honneur? Bonjour, monsieur Vigile. Bonjour, monsieur. On m'appelle le jeune démocrate innocent à Attilo Kleguer. Oui, monsieur Innocent, allez-y pour votre question. Ok. J'ai 3 questions pour votre invité. Rapidement, Lola, très rapidement. Par rapport à l'insécurité sanglante, tous les jours, il y a du braquage. En temps, le Goliath des Béninois, M. Candidat Azanaï, c'est lui qui critiquait le gouvernement passé. Aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce qu'il pense pour notre pays? Aujourd'hui, maintenant, tous les jours, on dirait que c'est la guerre de Boko Haram. Mais la guerre de Syrie, tous les jours, il y a du braquage. Qu'est-ce que vous pensez? Il a déjà dit. Vous pouvez passer à une autre question, monsieur Attilo Kleguer. Ça, on a parlé de ça dans l'émission. Vous avez suivi, non? Deuxième question. Oui, allez-y rapidement. J'aurais appris que le président Talon veut créer une partie. Vrai ou faux? Confirmez-nous cela. Vous me retirez ceci. Notre football, qu'est-ce que vous pensez pour notre football? La jeunesse souffre énormément. Le panier de la ménagère est vide.
Aujourd'hui, maintenant, il y a la misère galopante. Tous les packs sont vides. Il y a des ventes sur les packs. Le port autonome de Cotonou est sec. Monsieur le journaliste, bon dimanche à vous. Bonne journée à vous aussi, auditeurs en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. À qui avons l'honneur? Monsieur Nyohosu Sébastien. Monsieur Nyohosu, allez-y pour vos questions. Oui, je salue l'honorable. Je vais aller rapidement à mes questions. L'honorable, nous avons l'impression que la population crie que le gouvernement n'écoute pas. Même s'ils ont quelque chose de bon à faire, et au moins ils vont nous parler de quelque chose. Je veux parler du cas de l'arrêté que le préfet a pris concernant les marchés à Missebola. Depuis, les gens crient qu'il y a une vente à Missebola. Le gouvernement n'a pas daigné faire communiquer ou bien envoyer des gens pour qu'on vienne à Missebola passer pour voir ce qui se passe dans la rue de la Lagune. Tout ce qui se passe depuis qu'on crie là, le gouvernement fait sous d'oreilles et on ne peut pas écouter. Comment vous voulez faire des biens des gens et il y a quelque chose qui se passe et vous ne pouvez pas vous déplacer. Même les députés peuvent monter des commissions pour venir voir ce qui se passe, ce que les gens disent à Missebola. On nous a parlé des bails. Il n'y a pas pack pour galer les motos. On nous a parlé des bails pour les résumés. Tout ça, là, rien n'a été fait. On a pris une décision pour bloquer tout le monde et il y a la mévente à Missebola. Ça, là, je ne suis pas d'accord. Ma deuxième question, il n'y a pas de mesure sociale au Bénin ici depuis que vous êtes là. Il faut que vous faites quelque chose pour que la population, au moins, trouve quelque chose pour pouvoir bien vivre au Bénin. Parce que ça devient plus dur. Et nous qui avons fait talent, on pouvait aussi regretter d'avoir fait talent. Merci beaucoup, monsieur Nyohosu. Bonne journée à vous. Un autre auditeur Bonjour, monsieur Adon. Oui, bonjour. C'est retentissant comme le bonjour. Avec un air bien roulé. À qui avons l'honneur? Oui, je salue vos invités. Bonjour. Bonjour. À qui avons l'honneur? C'est Hondayon André depuis Tara. Monsieur André Hondayon, allez-y pour vos questions. Merci beaucoup. Et tout le monde aujourd'hui soutient monsieur Patrice Talon. Mais tous ceux qui sont en train de soutenir le chef unique de notre pays, je voudrais demander respectueusement chez votre invité que pensez-vous à cette position? Ce n'est pas à cause de leur ventre qui les amène à dire cela. Un gouvernement peut aller de l'avant sans une opposition dans une démocratie. Ça fait un. Deuxièmement, dans la semaine, j'aurais appris qu'il y avait une partie politique qui va escorter le gouvernement de la rupture. Escorter. Escorter. Oui, bien sûr. C'est bien entendu, oui. Donc, de la rupture. Mais le vendredi dernier, cette partie politique n'aurait pas pu accomplir leur mission. Maintenant, comment appréciez-vous cette partie politique? Est-ce que monsieur le président de la République a besoin d'installer une partie politique avant d'avancer dans son régime? Au revoir. Au revoir, bonne journée à vous. On va prendre le dernier auditeur. À qui avons l'honneur? Bonjour, messieurs les journalistes. Oui, bonjour. Abbas Olatunde depuis Porto Novo. Oui, monsieur Abbas, allez-y pour vos questions. Je salue monsieur l'honorable Ordena Ladata. Bonjour, monsieur Abbas Salé. Vous savez, la dernière fois, une commission parlementaire a été instituée pour aller faire des enquêtes et des états des lieux dans nos prisons. Écoutez, c'est à croire que nous n'avons pas de texte pénal qui s'occupe de la vie des hommes qui sont incarcérés dans notre pays. Est-ce que cette commission s'est déplacée sur son propre ou bien c'est sur le dos du contribuable béninois? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'instituer une commission pareille pour aller constater la véracité de nos clients carcérales au Bénin? Ma deuxième question, il y a une cellule administrative qui a été instituée également par le pouvoir en place, par, je dirais, le président Patrice Talon. Quel est le format de cette cellule? Sous la tutelle de quel super ministère sera cette cellule? Les décisions après analyse qui sortiront de cette cellule seront-elles soumises à la justice ou au président pour approbation? Puisque chacun des membres de cette cellule a été nommé par le président de la République
pour moi, ça pose un problème de responsabilité. Est-ce que des ministères et préfets, si toutes les décisions doivent passer par scanner de cette cellule, est-ce qu'on aura une responsabilité ministérielle et préfectorale dans notre pays? Je vous remercie. Très bien. Bonne journée à vous. Et vous êtes le dernier auditeur de la série. Nous revenons ici en studio pour explorer rapidement ces questions. Nous n'avons plus que 15 minutes pour libérer ce studio. Des problèmes ont été posés en ce qui concerne le ministère de la Culture, des parcs et tout ça. Une grosse forêt dans laquelle personnellement je ne comprends pas grand chose. Vous qui en êtes un spécialiste, peut-être que vous pouvez nous éclairer. Vous avez compris l'auditeur, Eugène Iwayon? Je pense, ouais, je le comprends très bien. Je connais ce dont il parle. Sauf quand il dit qu'il y a un scandale qui va éclabousser le ministre, je ne sais pas de quoi il parle. Mais je sais que au niveau du ministère de la Culture, il y a un gros problème qui ne date pas d'aujourd'hui. Vous savez, je suis acteur culturel, je respire fondamentalement culture, et nous sommes battus pour que on puisse doter le secteur d'un financement substantiel de la part de l'État. On l'a appelé le milliard culturel et autres. Mais il y a des personnes qui se sont organisées pour siphonner systématiquement ce fonds-là. Et ça ne date pas. Finalement, il y a des pilleurs dans tous les domaines, secteurs, pour même siphonner, dans la culture. Même dans la culture, pour siphonner. Moi, je l'ai souvent désapprouvé parce que les vrais professionnels du secteur n'en profitent pas. Donc, il y a des gens qui ont pu monter des associations par-ci pour parvenir quand même à siphonner ce fonds. Il fallait que ça s'arrête. Et je pense que... Et c'est ce que le ministre a fait? Le ministre a commencé par mettre le pied dans le plat par rapport à cela. Et ça fait beaucoup de remous. Bon, il y a aussi des revendications qui sont justes. Quand j'écoute les acteurs culturels, il y a beaucoup qui disent, oui, si vous voulez faire des réformes, associez-nous. Bon, c'est une règle élémentaire de gouvernance. Nous avons les accords de Cotonou qui l'exigent d'ailleurs. Vous voulez travailler pour des personnes, consultez-les. Et je pense que à maintes reprises, j'ai écouté aussi le ministre dire oui, vous serez associé. Je sais qu'il a retenu des gens. Maintenant, un ministre en exercice, son bilan, c'est le président de la République qui l'assume. Si les populations ne sont pas d'accord, ils vont l'exprimer. Et puis après, le président de la République fera son point et voit s'il est donc dans l'exécution de cahier de charge qu'on lui a donné, s'il est dans l'endroit de lui. Voilà. Donc quelqu'un peut bien faire et même ne pas être populaire. Ça, on l'a déjà vu. Donc je ne pourrais pas dire au-delà de ça. Mais le secteur mérite d'être réformé et il faut mettre de l'ordre dans les choses pour que ça ne continue pas comme tel. Très bien. Alors, Monsieur Innocent, insécurité sanglante, tout ça, nous en avons parlé. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous l'avez déjà dit. Maintenant, créer un parti politique pour escorter, paraît-il, le président de la République, Monsieur Onayon l'a dit aussi. Bon, un parti alimentaire, etc. C'est quoi cette histoire de parti politique pour accompagner le président? Non, c'est vrai que l'actualité de la semaine dernière, et ça a été suffisamment agité sur les réseaux sociaux surtout et autres. Donc l'idée de création d'un parti par rapport à des personnes que je connais très bien. Vous savez, le dispositif qui a permis au président Talon d'être élu, c'est le dispositif des partis politiques, mais c'est aussi surtout le dispositif des mouvements spontanés qu'on a dû organiser. Voilà. Donc je connais cette dynamique-là, je connais ce dont il est question, et puis voilà. Donc ce sont les mouvements qui se muent en parti politique? C'est pas les mouvements. Donc il y a, dans le dispositif, il y a certaines personnes qui ont été... bien inspirées. Pas à un certain niveau dans le dispositif, qui ont voulu se mettre ensemble donc pour peut-être bénéficier donc et le chef de l'État dans tout ça, on lui attribue la paternité. Le chef d'État n'y est pas mêlé du tout. Je pense que le ministre Diogbenou a été très clair. Ça, c'est même contre le projet de société. Donc vous voyez, le projet de société par rapport à la réforme des partis, il faut aller vers les regroupements.
il faut aller vers les regroupements. Vous imaginez, le chef de l'État aujourd'hui va vouloir faire un parti politique. Moi, je suis secrétaire général de l'Alternative citoyenne. Je ne suis pas dans l'initiative dont on parle là. Donc vous voyez, restaurer l'espoir, candidat Zanaï, c'est pas lui qui sera là. Donc ça, c'est des personnes qui ont voulu, ils sont libres de faire des partis politiques, mais personnellement, ce que j'ai désapprouvé sur WhatsApp, je les ai interrogés. J'ai demandé aux initiateurs donc de cette initiative, ils en ont le droit, mais pourquoi vous utilisez la photo du chef de l'État? Justement, c'est ce qu'on allait demander. Pourquoi? Ils ont dit oui, les cartons qu'on a envoyés, j'ai pas eu mes cartons, mais ils m'ont envoyé un carton d'invitation. Voilà, et ces cartons qu'on a envoyés ne portent pas la photo du chef de l'État, mais j'ai dit c'est pas ce que je vois. Sur WhatsApp, le carton d'invitation porte la photo du chef de l'État. Et ça s'appelle Nouveau Départ, qui est un concept, et puis voilà. Donc ils ne sont pas les propriétaires. Ils ne sont pas les propriétaires, c'est le projet de société du président de la République avec les couleurs et le soleil de la campagne du président de la République. C'est ça qui a créé la confusion dans le pays. Et ça, c'est ça, personnellement... vous étiez contre? J'étais contre. Oui, mais est-ce que le démenti de M. Diogbenou n'est pas venu tard? Non, mais il faut qu'ils sachent que ça se fait parce que c'est des gens qui sont en train de goupiller leurs choses. Donc, si le ministre Diogbenou n'est pas au cœur de leur initiative, comment voulez-vous qu'il le sache? Tout le monde le savait. Non, mais c'est quand ça a commencé par circuler sur les réseaux parce que les gens ont été dans des réunions. Même au niveau interne, certains ont dit non, vous ne pouvez pas dire oui, mais sur les réseaux, ça a mis au moins une semaine d'abord avant le démenti. Mais si ça ne se confirme pas, c'est pas sur la base des rumeurs des réseaux sociaux que le ministre va sortir, un ministre de la République. Il n'avait que les interrogations dans la presse même. Oui, mais ce n'est pas au ministre de venir répondre sans qu'il y ait de la matérialité sur les questionnements de la presse. C'est quand donc il y a eu un carton d'invitation et donc au niveau matériel on a commencé par sentir. Et si le ministre le dit, les gens disent non, vraiment nous n'avons pas appris. Donc les discussions étaient en cours, mais nous n'avons pas retenu. Parce qu'au niveau, le congrès n'a pas eu lieu. Au niveau interne, il y a certains qui ne sont pas d'accord, je le sais. Parce que ceux qui sont à la base de cette initiative, je vous dis que je les connais. Je ne suis pas du tout mêlé à cela. Ce n'est pas ça. C'est contre la vision du chef de l'État, donc je ne me mêlerai pas à ça. Est-ce que le parti finira par naître? Ça, je ne sais pas. Le parti va naître. Je sais que la vision du chef de l'État, c'est de travailler à ce que les partis existants se mettent aussi ensemble, se regroupent. Donc, si ces regroupements vont avoir lieu, je peux vous dire oui, je pense, parce que si ça n'aboutissait pas, c'est une partie donc de la vision du chef de l'État qui n'aurait pas été, et donc il faut travailler à ce qu'il y ait donc plus de regroupement au niveau des partis politiques, pas d'émiettement. Monsieur Nyonhosu pose un problème pratique, un problème du quotidien. Les populations crient et le pouvoir ne les écoute pas. Et là, il parle de quoi? Il parle de l'arrêté du préfet Toboula par rapport à la rue de la Lagune. Là-bas, les gens sont en grande difficulté. On a parlé de barrage et tout ce qui a été promis, rien n'est fait. Et donc, les gens vont au marché, ne vendent pas. Est-ce que ça, c'est normal? Bon, c'est pas normal quand le préfet a pris l'arrêté en tant que député élu dans la 16e circonscription. Je me suis rapproché du préfet et nous avons discuté pour comprendre les motivations de l'arrêté, voilà, les soubassements de cet arrêté-là. Et j'ai compris que déjà même avant la nomination du préfet, que c'est les forces de sécurité publique et je les ai vus monter au créneau la fois dernière pour dire qu'ils l'ont demandé. Il y avait plein de rapports, il y avait plein de demandes par rapport à la question. Nous avons accusé la police, la gendarmerie, nous avons accusé le gouvernement de ne pas tenir compte des problèmes de sécurité, de ne pas sécuriser les populations. C'est la gendarmerie, c'est pas la gendarmerie, c'est les forces de sécurité qui ont demandé et donc qu'il y ait un tel arrêté pour pouvoir mieux sécuriser le périmètre donc du marché. Mais c'est bon. Alors, quand il y a l'insécurité qui monte, et que vous êtes autorité préfectorale, donc vous détenez la clé donc de cet genre de déploiement de mobilité, et que ceux qui sont chargés donc de la question de la sécurité et de l'ordre dans le pays vous le demandent, je pense que vous allez y accéder. Oui, mais comment on règle les effets donc d'une telle mesure? Ça là c'est le grand problème, et si des mesures ont été prévues, il faut qu'on puisse accélérer au niveau de ces mesures-là. Et je pense que
dans la semaine, il faut que je puisse rencontrer à nouveau le préfet. C'est mon rôle, député élu à Cotonou aussi, de prendre ces questions-là comme préoccupation essentielle. Je pense que ces mesures d'accompagnement, il faut les accélérer pour que les populations... Mais je voudrais dire quelque chose. Vous savez, même dans les pays développés, compte tenu donc de la mobilité donc de certaines rues et tout, on peut déclarer des rues piétonnes. On peut déclarer des rues piétonnes parce que nous sommes habitués à des choses et puis nous voulons nous en tenir. Vous savez, moi j'ai toujours dit quand vous passez par Missebo, et ça ne date pas, c'est même pas pour des questions de sécurité. Moi je pense qu'une telle petite rue comme Missebo devrait déclarer rue piétonne. Rue piétonne. Quand vous allez dans les pays développés, vous pouvez vouloir aller dans un commerce et garer très loin, à des kilomètres et marcher. Ça participe même de votre entretien. Mais on n'est pas encore habitué. Et je pense que ça va être un peu dur. Mais parce que c'est les clients qui n'ont plus accès au marché au fait. Donc parce que vous voulez acheter, vous voulez partir avec votre moto, mais chacun de nous apprendra à garer un peu plus loin. Quand on veut par exemple prendre des bagages, des marchandises qui sont quand même un peu lourdes, on a besoin par exemple d'amener, ils sont moyens de transport. Moi j'ai vu les voitures aller là, peut-être qu'avec le temps, il va falloir décréter un temps pour pouvoir un peu plus libérer l'accès. Donc en fait c'est une mesure qui est prise, ça peut être amélioré, je pense que ça peut. Donc, moi j'explique le fondement. Il y a une nécessité d'amélioration de cette mesure. Je crois que c'est ce qu'il est en train Est-ce que c'est opportun ou pas? Bon voilà, on veut régler une question et puis voilà. Donc ils vont évaluer et ça va être amélioré, je pense. Donc les populations. Il propose également, lui qui dit-il a soutenu Patrice Talon et a voté pour lui, qu'il est temps que le gouvernement prenne des mesures sociales pour soulager les Béninois, parce que c'est trop dur. Quand on dit mesures sociales, je ne sais pas de quoi on parle. Bon. Les mesures sociales, c'est qu'il faut tout faire. Il faut que les mesures sociales, est-ce que c'est aller partager de l'argent à chaque Béninois? Est-ce qu'il faut donner un repas chaud à chaque Béninois? Je ne sais pas. Mais mesures sociales, il faut traverser pour renforcer les conditions d'accès à l'école, les conditions d'accès aux peut-être tout ça à la fois. À la fois, mais c'est-à-dire que sans vous n'avez pas le soubassement dont j'ai parlé là, vous ne pouvez rien faire parce que vous n'allez pas distribuer du vent. Il faut travailler sur le fond, avoir de la plus-value et à monnayer en termes donc de mesures. Très bien. Voilà. Alors André Hondayon, lui, il s'étonne que le gouvernement n'ait jusque-là pas une opposition et que il qualifie certains soutiens alimentaires. Nous sommes dans un contexte de recomposition politique totale. Donc ça va venir. Donc je pense qu'on n'a pas à décréter une opposition. Pourquoi on devrait décréter une opposition? L'opposition est nécessaire. Ça va s'imposer. Ça va s'imposer. Que les gens soient patients, les choses vont rentrer. Il n'y a pas de problème pour ça. Très bien. Abbas Saleh, une mission dans les prisons. Abbas Olatunde. Olatunde, pardon. C'est une question. Une mission dans les prisons. Est-ce que c'est sur fonds propres que vous l'avez fait? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que vous avez besoin d'aller distribuer, dépenser de l'argent comme ça pour aller voir dans toutes les prisons? Est-ce que c'est nécessaire? Non, il faut faire attention. C'est une question d'information. C'est notre rôle aussi d'informer le public. Alors, cette mission, c'est d'abord pas une commission d'enquête. Nous ne sommes pas allés faire des enquêtes. Nous sommes allés visiter. Et ça, c'est dans vos prérogatives? C'est dans nos prérogatives. C'est une initiative de la commission des lois. Je suis rapporteur de la commission des lois. Je vous ai dit tout à l'heure que la commission des lois, ça s'appelle commission des lois de l'administration et des droits de l'homme. Donc notre rôle, c'est de veiller à ce que les questions des droits de l'homme soient au cœur des préoccupations gouvernementales et du pays. Et nous avons estimé que prochainement, nous allons aborder le vote du code pénal. Le code pénal. C'est-à-dire que si les personnes doivent être détenues, c'est le test de base qui permet aux gens de faire ceci, détention et tout, qui réglemente tout ça. Et vous ne savez pas ce que vous avez déjà pris. Le code de procédure est déjà mis en œuvre. Mais vous ne savez pas vous ne connaissez pas les problèmes que crée son application. Les effets induits par rapport à ce texte de loi que vous avez pris. Il y a un autre test déterminant donc pour la suite qui est le code pénal que vous voulez voter. Mais vous restez donc à l'hémicycle et vous n'allez pas sur le terrain toucher du doigt comment les choses sont exécutées sur le terrain. Nous avons dit que ce n'était pas bien, qu'il fallait, avant d'aborder donc cette étude-là du code pénal, que les députés puissent aller sur le terrain. Si c'était même possible pour les 83 députés d'aller sur le terrain, on l'aurait fait. C'est pour des questions donc d'économie et tout qu'au niveau de la commission, on a localisé donc cette visite-là aux membres de la commission des lois. Alors quand vous prenez les membres de la commission des lois, en dehors d'eux, il y a déjà beaucoup de présidents de groupes parlementaires. On s'est dit, mais pour que tous les groupes parlementaires soient impactés,
les présidents de groupes parlementaires qui ne sont pas membres de la commission des lois, nous allons les associer donc à cette mission-là. Donc, on a divisé le pays en 4, 3 départements x 4, ce qui fait 12, et les députés sont allés vivre ce que vivent. Et puis on a vu des choses. Donc on aura des recommandations. Donc c'est pour l'amélioration des conditions de vie donc de la population carcérale et d'autres personnes donc mises sous surveillance. Très bien. Alors au niveau des coûts, il y a le Parlement qui a son budget. Le Parlement a son budget aussi pour ce genre de travail sur le terrain. Donc, le Parlement a apporté un financement substantiel à cette mission. Et nous avons un autre partenaire, c'est le Parlement européen qui a une organisation donc, de droits de l'homme pour appuyer donc les démocraties africaines. Qui vous a appuyé à faire cette mission. Mais c'est le Parlement. L'essentiel du financement, c'est d'abord le Parlement du Bénin, avec l'appui donc de cette institution-là qui nous a appuyés. Alors, on me signale que nous sommes malheureusement au thème de cette émission. 90 minutes, c'est très vite passé. On n'aura même pas le temps de vous laisser la conclure parce que il est temps. Je dois rendre l'antenne pour la suite. Odin Ladanti, député et rapporteur de la commission des lois à l'Assemblée nationale, était aujourd'hui notre invité honorable. Merci d'être venu en direct éclairer de votre opinion l'actualité de cette semaine. Vigile Aroncet, Wilfried Adon et Liamindi Mohamed qui étaient aux manettes pour la réalisation de cette émission. Nous vous remercions de votre attention et nous prenons rendez-vous pour dimanche prochain, même heure, même fréquence, si Dieu le veut, avec d'autres invités. Wilfried Adou, Virgile Aroncet.